Catherine Indiana Loubet sur ma chaîne YouTube Envol et Sillage, Aéronautique et Marine. Bonjour chers auditeurs, cette émission sur Concorde est un remake de 2017. Un avion de ligne devenu un mythe, Concorde. Aujourd'hui, la pièce dans laquelle nous nous trouvons s'est presque transformée en cockpit Concorde. Et nous sommes heureux d'accueillir un commandant de bord, une hôtesse de l'air, chef de cabine, un technicien et mécanicien d'escale, tous les trois spécialisés sur ce magnifique oiseau blanc nommé Concorde. Il est quasiment impossible de parler de Concorde sans une certaine émotion. Cet avion est tellement beau, il a été conçu avec de nouvelles technologies, grâce à l'ingéniosité et à l'enthousiasme de deux nations, que sont la Grande-Bretagne et la France. Un avion qui a survolé l'Atlantique avec des passagers à plus de 2000 km/h, une post-combustion digne d'un avion de chasse. Un vol court, mais intense pour chaque membre d'équipage, un service à bord de première excellence, un Paris-New York, où vous étiez arrivé avant même d'être parti. Aujourd'hui, nous vous invitons à embarquer à bord d'un vol Air France. Quel vol ? Celui de Concorde, et qui va faire donc le Paris-New York. Normalement en 3h40. Et pour cela, nous avons le privilège, comme je vous le disais en préambule, d'avoir le témoignage de trois invités qui vont, après l'historique sur la création de cet avion, nous faire revivre ce vol par les ondes, comme si vous y étiez. Donc toutes les personnes qui ont rêvé un jour d'aller à bord de Concorde et de décoller et de faire ce vol supersonique, eh bien, nous vous invitons à faire ce vol. Nous allons simuler. Tout d'abord, nous accueillons, je vais vous présenter pour la partie sol et technique, notre technicien d'escale et mécanicien Concorde, Monsieur Patrick Sevestre. Vous avez été technicien d'escale de 1978 à 1987 sur Dakar et New York, puis ponctuellement effectué l'assistance technique de vols spéciaux jusqu'en 1998. Bonjour. Bonjour Monsieur Sevestre. Pour la partie accueil, clientèle, sécurité et service à bord, notre hôtesse et chef de cabine Concorde, Madame Caroline Cadier. Issue d'un père pilote de ligne et d'une mère hôtesse de l'air, vous êtes vous-même hôtesse de l'air Air France depuis 1974, puis sur Concorde depuis 1986 et chef de cabine Concorde de 1998 à 2003. Vous totalisez 3000 heures de vol sur Concorde. Bonjour Madame Caroline Cadier. Bonjour Madame, bienvenue à bord. Merci, nous sommes déjà tellement bien accueillis. Nous ouvrons ensuite la porte du cockpit, et oui, pour vous présenter notre commandant de bord, Monsieur Pierre Grange. Ayant fait toute sa carrière chez Air France et copilote Concorde de 1984 à 1989, comptabilisant 1300 heures de vol sur cet avion. Du fait d'une qualification essai en vol, vous avez participé aux 2 campagnes de remise en vol Concorde à Istres en 2001. Bonjour, Monsieur Pierre Grange. Bonjour. Après cette présentation de nos 3 invités, nous allons évoquer bien sûr le pourquoi de la création de cet avion. Je vais laisser Monsieur Pierre Grange peut-être pour nous parler de sa création. 1950, il a été pensé. 1960, il a commencé à être créé. Et pourquoi a-t-on fait un avion commercial et d'une telle vitesse formidable ? Alors pour bien comprendre la genèse de Concorde, il faut se replacer effectivement en 1960. C'est depuis la sortie de la guerre, le développement des avions de transport de passagers suit peu ou prou celui des avions militaires. Ainsi, dès 1950, la réaction apparaît et les avions de chasse à réaction se développent. Et moins d'une décennie plus tard, les jets de transport se généralisent. On peut remarquer d'ailleurs à ce sujet que le premier avion de transport à réaction est anglais, c'est un Comet. Il est suivi de peu d'ailleurs par un avion français, la Caravelle. Et sur les longs courriers sont les Américains qui arrivent en force avec les Boeing 707 et DC-8. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que pour le passage à la réaction, les compagnies aériennes n'y croyaient pas trop. Et elles se sont retrouvées obligées de ferrailler des magnifiques avions à piston. C'est pour ça que
Comme les avions d'armes devenaient supersoniques, eh bien, on pouvait penser que ça allait arriver aussi dans le transport public de passagers. Le premier passage de ce fameux mur du son date de 1947. Mais rapidement, on va dire dans les années 50, tous les problèmes techniques liés au vol supersonique sont à peu près réglés et les chasseurs supersoniques arrivent en escadre. Dassault, après le Mystère 4, a produit le Mirage 3 que tout le monde connaît et qui est capable de voler à Mach 2. Donc le monde de l'aéronautique civile s'attend à voir arriver des avions de transport supersonique. D'ailleurs, si l'on voit les vues d'artistes de l'aérogare de l'an 2000, on s'aperçoit qu'un avion sur deux est pointu, a une forme de chasseur. Donc, dans l'esprit de tout le monde dans ces années-là, le futur était supersonique. Pardonnez-moi, monsieur Pierre Grange, quand vous dites passer le mur du son, est-ce qu'on peut dire auprès de nos auditeurs la vitesse déjà? Et le Mach 2, à quoi elle correspond? Voilà, alors, passer le mur du son, ça veut dire aller plus vite que la vitesse du son. Ça se traduit par un chiffre qui s'appelle le nombre de Mach. Le nombre de Mach est le rapport de la vitesse du mobile par rapport à la vitesse du son. Donc Mach 1, on est à la vitesse du son. Mach 2, on va 2 fois plus vite que le son. Et cela représente un gros problème en termes d'aérodynamique. Parce que le son est un phénomène aérodynamique, c'est une variation de la pression de l'air. Or, un avion se déplace dans l'air grâce à la pression qu'il exerce sur certaines parois, une dépression sur l'autre. Donc, tous les principes de fonctionnement à vitesse inférieure au son et supérieure au son sont radicalement différents. Si on peut poursuivre là-dedans, dans cette direction, la principale différence, c'est premièrement la résistance à l'avancement. L'avion a l'impression d'avoir à traverser un espèce de mur de plumes et il n'arrive plus à avancer. Donc il faut des systèmes de propulsion extrêmement puissants. Et puis après, l'équilibre de l'avion est changé en supersonique. Donc il faut soit rééquilibrer l'avion, soit le contrer avec des commandes de vol très précises et très puissantes aussi. Et puis le troisième aspect, c'est le fameux bang sonique, ce que les gens allaient écouter dans les meetings dans les années 50. Ils écoutaient le Mystère 4 de Rosanov qui faisait... Alors à cette époque-là, c'était une attraction, mais il faut savoir qu'un avion supersonique, dès qu'il se déplace plus vite que le son, traîne en permanence avec lui un bang. Et donc ça devient une nuisance. Et c'est un des gros problèmes qui fait que, par exemple, Concorde ne pouvait voler en supersonique qu'au-dessus des mers. Il était interdit de vol au-dessus des terres. Alors, subsonique, c'est environ 1100 km/h, c'est ça? Voilà, la vitesse, en gros, oui, c'est ça, 1100 km/h. Et Mach 2, Mach 2, 0,2 exactement, c'est 2200 à peu près, km/h. Un petit peu moins. La vitesse du son ne dépend que de la température de l'air. Ah. Et plus il fait chaud, plus la vitesse du son est élevée. Et comme on monte en altitude et que l'on vole généralement en supersonique dans la stratosphère, là où la température est à moins 55, à ce moment-là, la vitesse du son est de l'ordre de 1000, elle a réduit par rapport au sol. Hein. D'accord. Elle est à 1050 km à peu près, donc on vole, on va dire, 2100 km/h, c'est déjà bien. Bon, bien écoutez, chers auditeurs, nous serons tout à l'heure à 2100 km/h. Nous reprenons donc sur l'historique, monsieur Pierre Grange. Oui, donc chaque pays, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, travaille sur l'avion de transport supersonique du lendemain. Alors en France, c'est Lucien Cervanti, qui est le directeur du bureau d'études de Sud Aviation, qui lui travaille sur un avion moyen courrier, d'ailleurs qu'il appelle la Super Caravelle. Et parallèlement, la BAC, la British Aircraft Corporation, travaille sur un projet long courrier. Et lors du Salon du Bourget de 1961, les deux avions sont exposés et ont des tranches de similitude. En réalité, ils sont partis sur des options assez proches, c'est-à-dire une aile delta, 4 moteurs, même type d'entrée d'air, enfin bref. Tout ça appelle les deux pays à coopérer. Oui. Et je dis bien les deux pays, pas les deux constructeurs, parce que c'est un projet, c'est justement pour ça que les deux pays s'allient, c'est que
Les 2 projets sont trop coûteux pour des constructeurs. Et puis, il y a, par exemple, la France ne pourrait pas le faire, elle n'a pas le moteur. Ce sont les Anglais, l'entreprise Bristol Siddeley, qui a développé l'Olympus pour un chasseur stratégique. Et l'Olympus a un fort potentiel de développement et pourrait devenir le moteur justement de cet avion. Du coup, fin 62, un accord de coopération est signé entre la France et la Grande-Bretagne pour lancer le programme Concorde. Alors après, ça c'était l'accord politique, c'est un accord cadre, mais personne ne sait en 62 comment exactement on va pouvoir faire un tel avion. Parce que le nombre de challenges à relever est énorme. Je parlais tout à l'heure de la résistance à l'avancement supersonique. Il faut donc une propulsion très puissante, donc une consommation très élevée. Et comment maintenir une consommation élevée sur un Paris-New York ? Il y a aussi... durant 3h30, enfin 3 heures. Voilà, le choix du Mac de croisière 2 fait 3h30 pour faire Paris-New York. C'est d'ailleurs le cahier des charges qui va être fixé à l'avion, être capable de rejoindre Paris ou Londres à New York. Ça tombe bien, il y a l'Atlantique entre les deux, donc pas de limitation du banc sonique, mais ça fait quand même très loin. On sait faire à cette époque-là des avions qui traversent l'Atlantique, qui transportent 100 passagers, mais les deux en même temps, on ne savait pas faire, quoi. Donc, et puis la température. Et la température, voilà. C'est un problème dont on ne parle jamais, le problème de la température en supersonique. Oui. Alors Concorde vole dans une atmosphère à moins 55 degrés, mais la température à la pointe avant est à 120 degrés. Et il faut trouver des équipements comme les moteurs, par exemple, capables de fonctionner pendant 3 heures dans une ambiance à 120 degrés. Il faut refroidir la cabine passager, il faut refroidir les équipements aussi, qui n'aiment pas avoir trop chaud. Tout ça pose des gros problèmes. Le problème de la température sur Concorde est un réel challenge. Enfin, tous ces problèmes ont été résolus. Effectivement, on peut dire que Concorde a été un succès technique, mais surtout, la grandeur de Concorde, c'est de répondre ensuite au cahier des charges de transport public de passagers. En gros, ça veut dire une sécurité élevée, bien supérieure à celle des avions d'armes, une fiabilité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tomber en panne une étape sur 2, et puis un confort. Un confort. Alors justement, on le redit, ou on le dit, il y avait 100 passagers dans Concorde, c'est ça ? C'est ça. Et par contre, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais les passagers ne sont jamais allés à 2000 km/h. La vitesse, comment vont-ils l'appréhender ? Est-ce qu'on peut se poser la question ? Un avion de chasse, les pilotes sont entraînés, mais bon. Voilà, c'était une des questions subsidiaires, c'était comment le passager lambda va supporter un vol à Mach 2 avec les rayonnements. Oui, ici. Avec la vitesse. En réalité, c'est un avion qui, vu de l'intérieur, avait le confort d'un avion classique. Donc, ça ne posait pas grand problème. La cabine était étroite. S'il avait fallu voler 8 à 10 heures, ça aurait certainement posé un problème. Mais là, pour un vol de 3 heures et demie, ça ne posait pas de problème. Et on a eu des personnes de tous âges, toute santé à bord. Et puis, on parlera tout à l'heure, bien sûr, du service à bord d'excellence, qui faisait peut-être oublier le manque de place devant pour les personnes qui étaient très grandes, éventuellement. Donc, tous ces défis ont été... Parce que c'était vraiment des défis, quand même, ont été relevés. Oui, relevés et même dépassés, même parfois, certainement. Et il y a eu les premiers essais. Oui, alors donc Concorde fait son premier vol en mars 69 et c'est une année extraordinaire parce que 2 mois avant, c'était le premier vol du Jumbo de chez Boeing, du 47, qui allait marquer lui aussi l'aviation. Et en juillet 69, c'était le débarquement sur la Lune. Oui. Tout ça doit être gardé en tête parce que Concorde correspond vraiment à une époque où l'on était encore en train de tenter des choses dans toutes les directions. Et là, dans le secteur astronautique, c'était flagrant. Oui, comme tout à l'heure, on le disait hors antenne, mais personnellement, je lui avais donné un nom, c'était le messager du futur, Concorde, en fait. Mais tous ceux qui ont fait Concorde étaient convaincus
que le futur était dans le transport aérien supersonique. Oui, oui. Et c'est amusant de voir qu'en 69, il y a deux branches qui naissent. La branche transport de volume, enfin de masse, et le transport supersonique. Et que aujourd'hui, 40 ans après, on s'aperçoit que c'est quand même le transport de masse qui a gagné. Donc l'avion vole bien. Il vole en mars. Il est capable de passer le mur du son pour la première fois en octobre de la même année. Pardonnez-moi, on le dit au passage, les essais étaient faits entre autres par un pilote qu'on connaissait pour beaucoup d'entre nous, André Turca. Oui, André Turca était le directeur des essais en vol de Toulouse. Mais je crois pouvoir dire qu'il était entouré d'une équipe assez remarquable. Oui, n'oublions pas. D'ailleurs, je crois que c'est vrai pour tout ce qui est Concorde. Je crois que ça a été le fruit d'une génération d'exceptions, aussi bien au niveau des ingénieurs que dans toute l'équipe des essais en vol. André Turca, pilote, Henri Perrier, ingénieur, oui. Et Michel Rétif, mécanicien navigant. Je crois qu'il y avait une... Roland Payen, aussi, qui avait, par rapport à l'aile Delta. Roland Payen était parallèle à cette histoire de l'avion Delta, oui. Et donc, cet avion a subi beaucoup d'essais, puisqu'il vole pour la première fois en 69 et il n'arrive en ligne qu'en 76. Mais en réalité, ce ne sont pas des essais au sens propre du terme, c'est du développement. C'est-à-dire que, par exemple, il passe Mach 1 en octobre, mais il aurait été incapable d'aller à Mach 2. Il fallait, entre-temps, avoir développé de nouveaux moteurs. Pour arriver à voler à Mach 2, il lui a fallu un nouveau développement de l'Olympus. Et encore, il ne volait à Mach 2, le prototype, qu'avec la post-combustion. Alors que les avions de ligne pouvaient arrêter la post-combustion à Mach 1,7. Donc, je rappelle que la post-combustion donne une consommation phénoménale qui aurait interdit d'aller à New York dans ces conditions. Et pouvait aller à Mach 2 avec un moteur en pleine poussée sèche, comme on dit. Et c'est pour dire que le Mach 2 fait par le prototype en 70, il a fallu encore d'autres moteurs pour aller voler à Mach 2 quelques années plus tard sans post-combustion. Autrement dit, après ce développement, c'est en 1976, ces vols. Voilà, il est entré en service dans les deux compagnies clientes, les seules, British Airways et Air France. Le 21 janvier 1976, Air France fait son vol inaugural sur Rio et les Anglais sur Bahreïn. Et on a tous en mémoire l'image des deux avions décollant simultanément, un de Paris-Charles de Gaulle, l'autre de Londres Heathrow. C'était une ouverture des vols vers l'Amérique Sud, mais ce que cherchaient les deux compagnies, c'est l'ouverture de New York. D'abord, l'avion était calculé pour ça, d'une part, mais surtout, c'est là qu'il y avait le réservoir de clientèle. Bien sûr, d'hommes d'affaires. Londres et Paris, c'est en fait l'Europe, et de l'autre côté, New York, les États-Unis. Et c'est ce qui a été confirmé d'ailleurs par les 27 années d'exploitation, c'est là que la clientèle était suffisante pour payer un tarif suffisant pour permettre à l'avion d'être à l'équilibre financier. On dira tout à la fin pourquoi il s'est arrêté, mais voilà. Nous sommes à bord du Concorde avec notre équipage, commandant de bord Monsieur Pierre Grange, mécanicien et escale Monsieur Patrick Sevestre et chef de cabine Madame Caroline Cadier. Nous avons fait l'historique de la création de ce bel oiseau blanc Concorde avec Monsieur Pierre Grange et maintenant Monsieur Patrick Sevestre, mécanicien et escale, assistance escale. Pouvez-vous nous décrire, vous qui étiez vraiment proche du Concorde au sol et toujours en contact bien sûr avec les équipages, Concorde, quelle était sa grandeur Pouvez-vous nous le décrire pour les auditeurs ? Je dirais que Concorde déjà était aussi long qu'un Boeing 747, donc en termes de dimension. Après, il a une envergure un peu plus faible, bien sûr, mais ce qui sortait de l'ordinaire,
c'était sa forme, la forme des ailes, qui était de delta, mais pas tout à fait delta, puisque la forme a été définie en termes d'ogive. L'aile était de forme néogothique, c'est-à-dire à la fois, ça avait été étudié bien sûr par les ingénieurs, mais ça a été défini comme ça. Et il avait aussi, ce qui était sa particularité, c'était qu'il avait un nez, une visière basculant pour les opérations, au décollage et à l'atterrissage, pour que les pilotes aient une vue sur le taxiway ainsi que sur la piste. Il avait aussi une autre spécificité, comme Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est pour que lorsqu'on passe le Mach, lorsque l'avion passait le Mach, il y avait cet effet d'onde de choc, et donc pour ce faire, il fallait transférer du carburant de l'avant vers l'arrière, inversement à la décélération. Ce qui n'est pas si évident à comprendre, là, mais bon, c'est pour les personnes qui ne sont pas techniciens, en fait. Oui. Transfert de carburant dans un avion au moment où il vole. Voilà, et en fait, c'était une nécessité. Sinon, l'avion ne pouvait pas voler au-dessus du Mach, passer son domaine de vol, quoi. Et ceci étant, tout le monde... Et il avait une particularité aussi, c'était qu'il y avait beaucoup de calculateurs à bord. Beaucoup de calculateurs à bord, les moteurs, les entrées d'air des moteurs, c'est-à-dire l'avant de moteur était carré. On a souvent l'habitude de voir l'entrée des moteurs ronde. Là, c'était carré et biseauté. C'était vraiment une spécificité. Et puis, il y a beaucoup de calculateurs, beaucoup de tests embarqués, qui était une nouveauté aussi. Ça n'existait pas sur les avions de l'époque. On pouvait faire des tests embarqués sans avoir besoin d'amener des outillages complémentaires. Et puis des boîtes électroniques, il y en avait quand même partout. Donc il fallait beaucoup de compétences, ça sollicitait beaucoup de compétences, mais je dois dire qu'à la maintenance, tout le monde était motivé par cet avion. Il y avait un relationnel très, très fort, si je puis dire, avec les équipages techniques, techniques et PNC, pour faire voler cet avion qui, je dois dire quand même, ce qui occupait beaucoup de monde, beaucoup de temps. Il faut évaluer environ 20 à 30 heures de main-d'œuvre par heure de vol. Donc 3h40. Et après, derrière, il y avait la maintenance à faire dans chaque escale, ou bien à Roissy, qui était la base principale, bien sûr. Et alors, donc, oui, il y avait, toutes les commandes étaient électriques pour la première fois Alors bien sûr, là, toutes les commandes étaient électriques sur les commandes de vol, les commandes de vol, ce qui fait fonctionner les ailerons, qui sont la partie arrière de l'aile. Il avait une particularité aussi, c'est qu'il n'avait pas d'empennage arrière, la partie supérieure qu'on voit souvent à l'arrière des avions. Et puis, il avait les commandes, comme expliqué un petit peu, c'est qu'il avait aussi les commandes de poussée, les commandes des réacteurs qui étaient aussi électriques. C'était une spécificité. Sur 747, c'est des câbles classiques, je dirais. Là, tout était transmission électrique. Il avait un train d'atterrissage avant qui était en dessous... Alors, le train d'atterrissage était à 17 mètres, si j'ai bonne mémoire. Je vous dis ça de mémoire. Oui. 17 mètres par rapport à la pointe avant du nez. Et donc, de ce fait, il était situé largement en arrière du poste de pilotage. Ce qui générait parfois quelques secousses au pilotage, du fait de le manque peut-être parfois de planéité du taxiway. Donc ça secouait un petit peu, mais Pierre pourra en parler largement, plus que moi. Et voilà, c'était un avion assez extraordinaire avec des nouvelles technologies qu'on ne connaissait pas. Et il fallait la formation des mécaniciens était très spécifique, assez poussée sur toutes ces nouveautés. Il décollait à peu près à combien? À 400 Concorde décollait toujours à la même vitesse, on tirait sur le manche à 200 nœuds, ça fait 360 km/h, et on s'envolait à 220, 400 km/h. Et ça, c'est lié en quelques secondes.
C'est lié à la géométrie de l'aile qui est une aile delta. Les ailes delta, c'est très bien c'est une aile qui permet de faire du vol supersonique et aussi voler en subsonique parce que on n'est pas un missile, il faut être capable de revenir sur Terre gentiment. Et donc, il faut que dans la même longueur de piste utilisée par les autres avions, on prenne 100 km/h de plus parce qu'un 47 à pleine charge, il va décoller à 300 km/h. Et là, c'est pour ça qu'il y a une accélération très forte au décollage. C'est pour atteindre la vitesse qui est à un très élevé de décollage avant le bout de piste. Bien, nous allons peut-être embarquer. C'est-à-dire qu'on va simuler carrément ce vol. Que se passe-t-il ? Où est Concorde quand nous allons arriver donc à l'aéroport Charles de Gaulle ? Nous sommes à Roissy 1, exactement. Nous sommes dans les premières années, si on peut dire. L'équipage, j'imagine qu'il prépare le vol. Au sol, la technique. Bien sûr, sans la technique, on ne pourrait rien faire non plus, bien sûr. L'équipage, qu'en est-il ? Comment se prépare-t-il ? Les hôtesses, les stewards. Pouvez-vous nous dire comment ça se passe, Madame Caroline Cadier ? Donc, vous savez que demain, vous allez être responsable d'un vol, chef de cabine, pour faire le Paris-New York. Combien de personnes ? Savez-vous déjà combien de passagers vous allez avoir ? Comment ça se passe ? Pour tout vous dire, la veille du vol, vous ne pensez pas que vous allez aller à New York, mais vous pensez que vous allez faire un vol à bord de Concorde. C'est déjà une émotion qui vous parle, sachant qu'il est indispensable de ne pas oublier sa robe spécifique que nous devons mettre à bord du Concorde. Et pour les stewards, un Spencer blanc avec un nœud papillon d'une élégance rare, les deux étant dessinés par M. Jean Patou au début et de la maison Nina Ricci pour les 2 derniers modèles. Il est important de pointer, donc de se présenter à l'aéroport 2 heures avant minimum le décollage, afin de préparer le briefing pour lequel il nous est remis un dossier de vol, au sein duquel vous avez toute la liste pratiquement des réservations des passagers, ainsi que les particularités de chacun. Pratiquement aussi, beaucoup d'habitués ont leurs petits, on ne va pas dire caprices, mais leurs habitudes, oui, pourquoi pas. Et c'est à nous de les respecter, bien évidemment. Quand vous payez 8 700 € aller-retour pour aller signer éventuellement un contrat à New York dans la journée et rentrer le soir, vous avez tous les droits. On ne dit jamais non à un passager Concorde. Donc le briefing va se faire avec une équipe de 6 personnes, en général 2 stewards qui sont, on va dire, positionnés dans ce qu'on appelle les galets de l'avion, un à l'avant, un à l'arrière, 3 hôtesses et un chef de cabine qui peut être garçon ou fille. Sachant que le briefing se fait rapidement avec une intervention de notre commandant qui va lui nous donner quelques détails techniques éventuels et inversement nous lui dirons voilà, Madame Untel est à bord, le président, oui, Monsieur le ministre, etc. Oui. C'est important aussi de communiquer avec notre équipage technique. Arrivé à bord 1 heure avant le décollage, la première chose c'est de changer de robe pour les filles. D'accord, vous changez de robe finalement, vous êtes en uniforme. Nous avons l'uniforme d'Air France, oui, et nous ne portons pas la robe Concorde au sein de la direction des opérations, par discrétion. Cette robe, elle est pliée dans votre sacoche de vol, en général, ou dans une housse. De quelle couleur est-elle ? Alors les robes Jean Patou étaient rayées beige et je crois bleu marine ou noir, je ne les ai pas connues, mais on les a vues en photo. Puis nous avons ensuite les robes Nina Ricci de 3 couleurs différentes. Elles sont bicolores, gris et bleu ciel, bleu marine et gris, ou bleu ciel et gris. Vous pouviez changer Absolument. Ah bon. Vous choisissez, c'est un... D'accord. Tout à fait. Et le dernier modèle était également un modèle Nina Ricci de 2 couleurs. Une, j'ai envie de dire, bleu comme le ciel et l'autre beige. Les garçons ayant un Spencer blanc, vraiment c'était d'une élégance fantastique. Et les chaussures, parce qu'en fait, quand même, quand on est souvent en avion... Ce sont les mêmes chaussures que l'uniforme classique, oui, à talons. Oui, pas très haut. Pas très haut, néanmoins, bon, sachant que vous êtes face aux passagers et que l'avion vole avec ce que l'on appelle une assiette à cabrer. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Donc, il vaut mieux avoir de bons muscles et un bon équilibre. Oui. C'est l'élégance, c'est normal, c'est notre métier. Donc les premières activités après ce changement d'uniforme vont être de pratiquer ce que l'on appelle la prévol sécurité à bord.
Car n'oublions pas que les équipages commerciaux sont avant tout, on va dire, secouristes, agents de sécurité dans l'avion. Et c'est très important, cela se fait en communication avec le cockpit, bien sûr. Oui, vous avez une formation vraiment très stricte pour ça. Tout à fait, quel que soit l'avion. Donc on vérifie les extincteurs, les moyens de communication, tout ça n'est pas très très long. Ensuite, les garçons vont, eux, vérifier ce que l'on appelle les prestations, pour être sûr que par rapport au nombre de passagers prévus, vous pouvez leur offrir tout ce qu'ils veulent, bien sûr. Oui. Sachant que nous n'offrons que des premiers grands crus classés au niveau des vins, des champagnes millésimés, bien évidemment, et tous les alcools que chacun souhaite consommer. Alors, qui monte en premier ensuite dans l'avion ? Pendant que tout le monde, on va dire, prépare la cabine, met les menus au centre, puis à l'avant afin de pouvoir les offrir de manière rationnelle, le ou la chef de cabine va se rendre au salon VIP, Very Important Person or Passenger, accompagné du commandant, de manière à saluer, pourquoi pas, un ministre, une star, discrètement bien sûr, mais c'est une reconnaissance que l'on apporte à chacun. Donc nous imaginons que là, tous les auditeurs sont dans le salon VIP. Absolument. Moi-même, je suis là et je vous vois arriver. Je vois le commandant de bord et la chef de cabine qui nous accueillent. Mais nous sommes ravis. Nous avons volé ensemble la semaine dernière déjà, madame. Oui, tout à fait. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau. D'autre part, toutes les personnes du sol ont déjà pris soin de votre vestiaire. Chapeau ou pas pour les messieurs, manteau, etc. Nous retournons à bord. Et là, le timing va commencer. Dès que le vestiaire arrive, sur des portants bien sûr, dans la passerelle, nous savons que l'embarquement va être lancé dans les minutes qui suivent. Où le placez-vous, ce vestiaire ? Alors, nous avons 2 vestiaires au centre, près des toilettes centrales, et un plus petit à l'avant, mais vraiment petit, où les pilotes ont mis leurs vêtements, et nous peut-être aussi. Tout est restreint, je dirais, au niveau place. Bien sûr. L'allée est étroite, et vous avez 4 sièges en tout, par rang. Sachant qu'il y a 40 sièges à l'avant de la cabine, et qu'au-delà des portes centrale, vous avez 60 sièges. Il n'y a ni première ni seconde. C'est la classe Concorde. C'est la classe Concorde. Classe unique. Voilà. Service unique, classe unique. Oui. Sachant bien sûr que quelqu'un souhaitant consommer un repas spécial, tout a été prévu et organisé. Donc les bagages, alors on va revenir aussi côté technique. Les bagages sont en soute pendant ce temps, j'imagine. Le kérosène, Monsieur Patrick Sauvestre. En fait, le Concorde, quand il part de Roissy, forcément, il vient du hangar, puisqu'une visite technique a été effectuée. Il est tracté à son point de stationnement pour le départ. Et là sont mis en place différents moyens. Des moyens d'alimentation en électricité de l'avion, puisqu'il avait il avait besoin d'alimentation électrique et n'était pas équipé d'APU tel qu'au jour d'aujourd'hui sur les avions. Et puis était lancé à la fois le carburant, l'approvisionnement comme le disait Caroline, des plateaux repas et ceci, cela, effectivement, et les bagages en cours. Donc l'opération et le mécanicien navigant effectuaient sa prévole en vérifiant tous les systèmes de l'avion, les entrées d'air, et faisait fonctionner aussi l'ensemble des visières. Et le carburant prenait beaucoup de temps, mais il fallait faire, puisqu'il y avait 13 réservoirs, 13 réservoirs carburant, et il fallait vraiment faire attention concernant le remplissage des 3 réservoirs qui servaient à l'équilibrage, au transfert. Et on terminait en général, bien sûr, surtout par le réservoir arrière qui évitait, si on commençait, je dirais, par le réservoir arrière, l'avion, bien sûr, partait sur l'arrière. Donc il fallait faire très attention à cela. Et puis, le temps passait très vite, malgré tout. Oui. Et l'équipage arrivait. Enfin bon, il y avait l'échange de ce qui avait été fait, les visites, le contact, et puis la mise en place des groupes nécessaires à la mise en route des réacteurs. D'accord, les dernières informations. Oui. Donc le pilote, Monsieur Pierre Grange, en l'occurrence, revenait, après une fois revenu du salon VIP, accompagné de la chef de cabine Caroline Cadier. Vous rentriez dans le cockpit, où il y avait le pilote-copilote et le mécanicien... Le mécanicien navigant qui était, lui,
qui était arrivé le premier, parce que Concorde est un avion d'ancienne génération et il fallait faire un test de tous les systèmes avant le départ. Il se faisait avec le sol, avec Patrick, et ça prenait du temps. Donc lui, il arrivait 1h30 avant le décollage, alors que nous arrivions 1 heure avant. Et effectivement, une fois que tout est terminé, la visite à tout le monde, les essais, on s'installe à son siège et là, on est bien, on bouge plus, quoi. Je veux dire, c'est l'accès au cockpit Concorde était étroit. Était étroit, mais une fois qu'on nous étions installés, on était vraiment très bien. Et donc, la vie technique Concorde était rythmée par les checklists. Oui. Et donc chacun fait la vérification de la partie qui lui revient et ça commence 30 minutes avant la mise en route par une checklist avant mise en route où on s'assure que tout est en ordre pour le départ. Et alors dites, donc quand tout est OK, l'embarquement, vous faites signe à l'embarquement Air France va faire son annonce, mesdames et messieurs. Les passagers à destination de New York sur Concorde, etc., sont priés d'embarquer. Voilà. Et là, vous voyez Caroline Cadier, vous voyez arriver les premiers passagers. Absolument. Vous les accueillez. Vous nous accueillez. Avec discrétion, avec joie, avec émotion parfois. Quand vous voyez arriver une grande star du cinéma ou même de la politique ou autre, vous êtes ému, mais vous faites votre métier. Bien sûr. C'est-à-dire que vous devez rester neutre. Bon, il est arrivé que des passagers nous embrassent parce qu'on les voyait 10 fois par an. Ça, c'était normal. Sachant que si monsieur prend son livre et que la liseuse ne fonctionne pas, c'est une faute. Nous vérifions chaque liseuse de chaque siège pendant la prévol, quitte à appeler Patrick pour une petite anomalie. Vous voyez, donc ça, bienvenue à bord, monsieur, bien sûr. Bonjour, madame. Mais tout se passe assez rapidement. Bien sûr, les sièges sont attribués. Il y a eu quelquefois des petits conflits parce que Madame Attel ne voulait être au premier rang, mais c'était monsieur qui était. Bon, comment ? Je ne suis pas au premier rang ? Je l'ai vu. Madame, je vous en prie, je vais vous offrir 3 sièges de chaque côté de l'allée. Vous serez dans le confort total. Y compris une de nos passagères qui venait avec ses 2 labradors. Ah, à bord. À bord ? Absolument. Pourquoi ? Parce que les animaux ne pouvaient être placés en soute. Pour des questions de pressurisation. Et oui, ça c'est tout ce que vous imaginez. Oui, c'est vrai. Ainsi que les instruments de musique. Je pense à M. Rostropovitch, qui payait 2 sièges pour les mêmes raisons. Et très vite, les pilotes vont nous annoncer donc départ. Vous connaissez cette merveilleuse phrase, PNC aux portes. Elle existe même à bord du Concorde. Et à partir de là, tout s'enclenche, j'ai envie de dire, à Mach 2. Alors nous sommes à bord, Déjà. nous sommes assis, nous avons pris place dans cet avion et qui nous paraît long parce qu'il est mince, hein, c'est ça. D'ailleurs, nous apercevons le cockpit au bout. Enfin, personnellement, je suis vers l'arrière d'ailleurs. Et nous avons attaché nos ceintures. Pas encore. On va dire, on va les attacher après la mise en route. On nous offre quelque chose Nous allons vous offrir un complément de revue de presse, oui, sachant que vous avez déjà pu trouver tout au salon, bien sûr. Mais dès le roulage, 2 d'entre nous, ou 3, je me souviens, vont prendre la commande d'apéritif pour que le steward puisse anticiper et préparer de manière à ce que, dès le décollage, il commence à ouvrir les bouteilles, à sortir les verres, voyez. Les verres destinés à la vodka servie avec le caviar vont être déjà givrés. Et par contre, c'est un challenge à chaque fois parce que vous savez que vous allez avoir uniquement 2 heures, 2 heures et demie pour servir et tout. Voilà. Alors, en fonction de la durée du roulage, bien sûr, tout est minuté. Et le commandant va faire son annonce en nous demandant de nous préparer pour le décollage. Bien sûr, nous avons fait une annonce d'accueil mentionnant le Concorde et le nom du commandant, bien sûr. On pourrait avoir une annonce ? Madame, monsieur, bonjour. Mon nom est Caroline Cadier, je suis votre chef de cabine. Le commandant Pierre Grange et tout son équipage sont extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui à bord du Concorde d'Air France. Nous attendrons New York dans 3h30 et nous vous souhaitons le plus merveilleux des voyages. C'est impressionnant, hein, ça nous donne les frissons. Bon, après, alors donc nous attendons, nous sommes bien installés, bien accueillis. Enfin, le Concorde commence à rouler. Et le roulage est plus ou moins long, mais donc nous œuvrons. Que faites-vous ? Prise de commande de l'apéritif. Oui.
voire éventuellement déjà proposer, répondre à une demande. Et sachant que les passagers ont lu les journaux, nous leur offrons ce que l'on appelle les oshibori, les petites serviettes chaudes. Magnifique. Puis on vérifie bien sûr à ce moment-là chaque ceinture bien attachée, les coffres à bagages fermés. Tout est verrouillé au niveau du matériel, c'est très important. Car en cas de freinage ou d'interruption de décollage, vous n'avez pas le droit à l'erreur. À quel moment l'équipage va se placer parce qu'on imagine bien que plus ça va aller, plus le Concorde va rouler vite et ensuite va décoller. À quel moment l'équipage va s'asseoir, va prendre position sur les sièges? Nous avons des repères malgré la taille du hublot de l'extérieur. Et bien évidemment, l'annonce va être faite par le commandant ou le copilote, nous signifiant que PNC, préparez-vous pour le décollage. Voilà. Nous sommes 2 à l'avant, 2 au centre, 2 à l'arrière. D'accord. Il est hors de question de décoller debout. Donc là, nous roulons. Nous revenons donc vers le cockpit. Alors vous voyez, je retraverse toute la cabine, et je vais à l'avant et j'ouvre la porte et je vois le commandant, capitaine Pierre Grange aux commandes. Oui, alors quand on décolle sur New York, on est généralement à la masse maxi, 185 tonnes, et on a plus de la moitié de la masse de l'avion qui est composée de carburant. On a 95 tonnes de carburant, et malgré tout, l'avion roule avec les moteurs au ralenti, il roule tout seul. Et on va s'aligner, mais il consomme 80 kilos à la minute. Donc on a hâte de décoller, oui. Parce que d'abord on est mieux en l'air qu'au sol, mais surtout tout ce carburant ne sera plus nécessaire en vol. Alors généralement le roulage c'est assez conforme à ce qu'on connaît sur un autre avion, c'est assez tranquille quand même. Hein, même si au cockpit on sent l'avion se trémousse parce que nous sommes au bout d'une espèce de plongeoir. Là. Oui. Mais là où tout va changer, c'est au moment où on est aligné, c'est le dernier moment de calme où on est aligné, la piste est là, on a l'autorisation, les passagers sont attachés, les PNC sont en place, tout ça. Et là, on prend toutes les manettes de gaz, on les bascule vers l'avant. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une puissance monstrueuse qui se déchaîne derrière nous, qu'au début, les premières fois, est très impressionnante, après on s'habitue. Et effectivement, il y a la mise en poussée des moteurs à plein gaz, plus la post-combustion qui va s'enclencher. Et on a un sentiment de vitesse. Vous savez, en aviation, on dit souvent qu'il faut être devant la machine, hein, si on veut travailler normalement. Eh bien, on se dit, je vais avoir du mal à rester devant la machine. Mais enfin bon, c'est comme tous une habitude. Et on va décoller, et dès le décollage... le rythme est assez rapide. Le rythme sera rapide pendant tout le vol jusqu'à Mach 1,7, ce qu'on appelle le début de la croisière supersonique. Mais tout ce qui est phase subsonique, tout ce qui est phase d'accélération vers la croisière supersonique est une phase où on n'est pas attendu, c'est pas le mot, mais on est bien occupé, quoi. Vous pilotez. Et alors on pilote, à Air France on aime beaucoup piloter, donc généralement on pilotait l'avion jusqu'au Mach 1,7, le début de la croisière supersonique. Et je me souviens d'une fois où on avait eu des calculateurs qui avaient reçu de l'eau, donc il avait fallu... les pilotes automatiques n'arrivaient pas à s'engager. On a piloté jusqu'à Gander, jusqu'à la traversée, sans aucune difficulté, quoi. C'est un avion qui a été parfaitement réalisé en termes de pilotage. Alors, si vous permettez, Caroline Cadier, chef de cabine, quand, à ce même moment du décollage, vous... et les passagers, comment le ressentez-vous en cabine? Bien sûr, en fonction de votre position, qui est soit face à l'avant de l'avion, soit face à l'arrière, oui. Nous, équipage, bien sûr, les passagers sont tous face à l'avant, vous allez ressentir la poussée. Vous êtes plaqué au dossier ou vous êtes tenu par des bretelles si vous êtes dans l'autre sens. C'est la première fois, je pensais que... C'était magique, j'étais comme une petite fille. Que se passe-t-il? Plus le bruit, car mon premier décollage, je l'ai effectué quand j'étais encore hôtesse, à l'arrière de la cabine. Imaginez le bruit de la post-combustion. Et la chaleur, on nous a souvent dit que, justement, là où vous étiez plutôt à l'arrière, on ressentait, on n'avait pas besoin de porter une veste du tout. En chemisier, on était très bien. Mais pendant tout le service, après, il faisait un petit peu chaud en cabine. Oui. Bon, vous avez une robe de grand couturier, vous ne pouvez pas mettre un maillot de bain, non. Certes, mais il faisait
Entre 23 et 24 degrés, tout de même. Enfin, l'hiver, c'était parfait dans ce cas-là. Sachant que les passagers ont aussi des petits aérateurs. Oui. C'est vrai que si quelqu'un vous dit qu'il a fait un vol en Concorde et qu'il a eu froid, il ment, c'est sûr. Oui. Le vol ne durait pas longtemps, donc c'était parfait. Et au niveau du sol, Monsieur Patrick Sevestre, quand vous voyez partir Concorde, disons, je crois que c'était le cas de tout le monde, et c'était pas uniquement les gens qui étaient engagés sur le Concorde, mais je crois que tout le personnel, s'il avait l'occasion, prenait quelques minutes pour admirer cet avion. Et puis voir son décollage qui était assez extraordinaire, avec un petit peu les nuages, la brume qui se crée éventuellement. Et puis les vols de nuit, puisque à Dakar, lorsque j'étais à Dakar, ce qu'on observait aussi, ce qui était aussi pour nous, techniciens d'indicateurs, c'est au décollage, les 4 réchauffes d'allumés. C'est-à-dire que vous avez une flamme à l'arrière de chaque réacteur. Donc, quand il y en a une qui ne fonctionne pas, on peut se poser des questions. Mais voilà, c'était toujours un temps, on s'arrêtait, quoi. Et comme l'anecdote, c'est souvent ce qu'on disait, c'est que quand on entendait le Concorde, surtout par le bruit, à Roissy, on réglait nos montres, puisqu'il décollait à 11h, hop, on règle la montre à 11h. Je dirais même plus, il rythmait nos vies quelque part. Voilà. Pour ceux qui ont connu Concorde, parce que les tout jeunes actuellement, vraiment les tout jeunes ne connaissent pas Concorde, sauf si leurs parents leur en parlent, et sauf s'ils vont au musée de l'air et de l'espace, ou à Roissy, ils voient l'avion. Mais c'est vrai que c'est un avion qui rythmait nos vies. Le matin, le soir, on savait automatiquement, et très souvent même, les personnes roulaient puis regardaient Concorde. Donc, c'était pas très sérieux non plus, mais bon, on pouvait pas s'en empêcher. Alors, revenons à bord. Enfin, nous sommes toujours à bord, bien sûr, mais revenons au service. C'était des plateaux repas Pas du tout. Nous allons offrir les menus donc à chacun. Oui. Pendant que les garçons, dans les offices, dans les galets, préparent ce que l'on appelle les voitures roulantes, qui sont protégées par une nappe blanche, un magnifique bouquet de fleurs. C'est une décoration qui ne mérite pas l'ordinaire. Sachant que nous avons offert l'apéritif juste après le décollage. Oui. Donc pendant que nous rangeons, nous débarrassons, on va dire, les garçons préparent tout. Et là, la grande aventure va commencer avec, en repère, j'ai envie de vous dire, le Mach-mètre situé à l'avant de chaque cabine, qui nous donne un peu le rythme, sachant que bien sûr nous avons des montres. Et après, je retourne vers le cockpit parce que je crois que nous avons atteint Mach 2 à peu près. Que se passe-t-il à ce moment-là, le vol supersonique? Au niveau du cockpit? Au niveau du cockpit. Alors au niveau du cockpit, pilotage, on dit que la croisière supersonique débute à Mach 1,7. À Mach 1,7, l'avion n'est pas encore à Mach 2. On va délester au rythme de 20 tonnes à l'heure. On va continuer à monter et on va atteindre Mach 2 à peu près 1 heure après le décollage. En fait, au niveau du cockpit, c'est un moment très calme comme sur tous les autres avions en croisière. La seule différence, c'est qu'on est en croisière ascendante, c'est-à-dire que comme on est tout seul dans l'espace, éventuellement il peut y avoir le Concorde anglais, mais on n'est pas ensemble. Pardonnez-moi, nous sommes à combien? 18 000 mètres? La croisière supersonique est entre 15 000 et 18 000. Elle se terminera à 18 000 mètres maximum. On commence à voir, la courbe de notre Terre. On la voit bien, mais je pense qu'on la voit aussi. Mais ce qui est exceptionnel, c'est la couleur du ciel. Le ciel est bleu nuit. Ce qui faisait dire un ami commandant de bord, Édouard Chemel, disait le ciel bleu de Concorde. Et c'est vrai que c'est tout à fait différent des ciels habituels. Parce qu'on est les 9/10 de l'atmosphère étant en dessous de nous, eh bien, s'il n'y avait pas la réverbération, on verrait les étoiles certainement. Alors, vous savez, le temps passe très vite, aussi bien à bord de Concorde que pour notre émission. Et j'aimerais que reviennent un tout petit peu en cabine les passagers. Pouvez-vous nous dire ce qu'ils ont apprécié Ils ont beaucoup apprécié. Et puis l'arrivée après. L'entrée, c'est très souvent du caviar. L'ambiance dans Concorde, comment ont-ils... Ils se rendent compte que tout est minuté, je le pense. Mais nous faisons tout d'abord de l'élégance, on va dire. Du raffinement à la française.
Donc l'entrée, le choix de plats chauds, les fromages, les desserts. On ne laisse jamais un verre vide à bord de Concorde. Vous voyez ? Donc il faut surveiller aussi chaque demande sans que l'on ait à vous l'exprimer. Et très vite, nous allons descendre. Bien évidemment, tout le matériel doit être rangé. Et oui, la cabine propre. Puis, au moment de l'atterrissage, nous avons entendu la sortie du train d'atterrissage, ce qui est pour nous la dernière limite pour s'asseoir et s'attacher, bien évidemment, en ayant prévenu le cockpit que la cabine est prête. Très important. Bien sûr. Alors, au moment de l'atterrissage sur New York... L'atterrissage, en général, est très particulier sur cet avion. Oui. À tel point, d'ailleurs, que vu de l'extérieur, quand on a voyé un passer, on se disait, mais comment il va faire pour le poser ? Oui. Et en réalité, c'est un avion Delta qui se pose sur le... Il y a un tel phénomène de coussin d'air que si on arrive à garder l'assiette qu'il a, il se pose tout seul, très, très doucement. Mais des histoires d'atterrissage dur en Concorde, il y en a eu beaucoup. Mais l'atterrissage à New York, ce qui est d'abord frappant, c'est d'être au milieu d'autres avions de ligne avec leurs vitesses qui sont un peu différentes des nôtres, mais qui n'a jamais posé de problème, visiblement non plus au contrôleur. On n'a jamais perturbé l'écoulement. L'atterrissage se fait sur des longueurs de piste classiques. Et on se pose à New York, on essaye aussi de négocier une piste qui n'est pas trop loin de l'aérogare d'arrivée, toujours dans le même objectif, c'est d'arriver le plus tôt possible à l'aérogare. Eh bien, écoutez, je vais juste... il nous reste vraiment très peu de temps. Un seul mot pour parler de Concorde en finale. Un seul mot. Monsieur Pergrange. Moi, le seul mot, je dirais que Concorde a été une page aéronautique extraordinaire de l'aventure industrielle et humaine aéronautique, et que Concorde a permis de créer le tissu industriel qui a permis ensuite à Airbus de démarrer avec le succès que l'on connaît. Monsieur Patrick Sevestre, un mot. Je dirais qu'il était en avance sur son temps et c'était un avion sur lequel on maintenait nos compétences techniques, puisque c'était en avance et donc ça permettait d'éviter tout ce au jour d'aujourd'hui, les stages de recyclage et ainsi de suite. Mais je dirais que s'il y avait un concours du plus bel avion, et je pense que le Concorde, encore aujourd'hui d'ailleurs, aurait la Palme d'Or. Vraiment, c'est un avion d'une ligne assez exceptionnelle et joli qu'on regarde toujours. Oui. Et Madame Karine Cadier. Écoutez, j'ai en souvenir les larmes de certains passagers lors du dernier vol. Et Monsieur Spinetta, en l'occurrence, avait eu cette phrase merveilleuse « Concorde sera toujours dans notre esprit. Et il vivra toujours et éternellement. » Et je peux rajouter ce que vous m'aviez dit hors antenne. Il était exceptionnel, il était magique, magnifique. C'était une reconnaissance mondiale, un honneur et un privilège. Nous remercions infiniment nos invités, notre équipage, avec Madame Caroline Cadier, Monsieur Pierre Grange et Monsieur Patrick Sevestre. Je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions sur YouTube, Envol et Sillage, Catherine Indiana Loubet.